Moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Hey la gang, on est back dans la game dans game. Je suis dans mon très cher appartement. Tout fonctionne d'après ce que je vois. Ça a été un processus arrivé à aujourd'hui être capable de pouvoir faire cet épisode. On a 3 super sujets, je pense, aujourd'hui. Fait que là, j'ai décidé de faire 3 sujets parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Donc, on va parler de 3 choses différentes. Je m'excuse pour l'écho. J'en pouvais plus. Donc, je vais essayer de voir en post-prod, mais probablement pas. Je vais essayer de sortir cet épisode-là le plus vite possible. Donc, sautons là-dedans. On a un petit 57 secondes de commencer, une petite minute. On a Jacky et Suzuki en arrière. Ouais, ok. Très palpitant, on a aussi des vitraux. Fait que je suis à Montréal, j'ai mon setup, j'ai pu toucher à la caméra, ça fonctionne une fois sur deux. Donc, j'ai aussi mal à la gorge, donc je suis content de vous revoir. Prenons une petite bière. Cheers. Mon plus beau boc, je pense. J'arrête pas de regarder là parce que c'est ma face, donc je sais que tout va bien. Ça a été assez stressant. J'ai aussi un nouveau salon, j'ai un nouveau fauteuil, donc quelque chose de très intéressant. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Je suis très excité. Mais sautons dans le vif du sujet. J'espère vraiment que vous n'entendez pas cet écho-là parce que c'est abominable. On va parler de 3 choses aujourd'hui. On va parler de la série du Lightning, on va parler du Lightning et on va parler de la série Buffalo que je viens de voir qui est à 1-1. Donc, Tage Thompson qui a fait un but, Alex Newhook qui en a fait un en réponse. Ben, c'est pas mal ça. Mes excuses. Donc, et ça, c'est pour Jutra. We're back. On est back, on est back. Donc, un petit recap de ce qu'on a vu pendant la série. Canadien Lightning, c'était une série qui nous tenait en haleine, on va dire ça comme ça. Très peu de buts, tout un but qui a décidé les matchs. C'était très stressant. Et on n'a pas vu le Canadien habituel. En tout cas, moi, je trouve. Je trouve que vraiment, le Canadien habituel, il est rapide. C'est du gros échec avant. Et on n'a pas été capable de voir ça dans la série avec le Lightning de Tampa Bay. On n'a pas vu. Je pense qu'on va le voir plus tard, là, mais Suzuki a eu relativement une bonne série. Il n'a pas été un game changer comme il a été tout le long de la saison. Cole Caulfield a évidemment eu une mauvaise série. C'est encore difficile pour lui dans les 2 premiers matchs avec les Sabres de Buffalo. Ouais, non, c'est ça. New York a eu des bonnes séries. Zachary Bolduc a eu des bonnes séries. Et on a réussi à gagner. Et ça a été un match très difficile. Donc, si on prend tout ça, en gros, je pense que si on regarde quand on a regardé les matchs, je suis allé voir les stats là, après, je vais vous en parler. Ce qu'on a vu à l'écran, c'est vraiment ce qui s'est passé dans les chiffres. Donc, mettons, on regarde à 5 contre 5, là, ben, en fait, là, c'est les stats à égalité numérique avec le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. Les excuses. Fallait que je baille, évidemment. Ça a été très long, ça fait 2 heures que j'essaie de ce setup-là ici. Ça a été abominable. J'ai travaillé hier, j'ai travaillé avant-hier. En tout cas, ça a été beaucoup d'heures pour pouvoir mettre en place un setup qui a du bon sens. Et je suis malade de gracieuseté de ma très chère copine. Je l'adore. Ouais. Finalement, donc c'est ça, on n'a jamais fait l'épisode aussi, moi et ma copine. Mais bon, sautons dans les chiffres. Quand on regarde les buts attendus pour et contre, donc le Canadien a évidemment été battu par le Lightning de Tampa Bay. Donc on parle d'un différentiel d'expected goals pour et contre du Canadien de 46,6%. Et le Lightning, évidemment, on a l'inverse, donc 53,4%. Dans une série qui a été aussi serrée, c'est quand même une marge conséquente, on peut dire ça comme ça.
Donc, le Canadien, c'est ça, s'attendait à 2,70 de buts pour et 2,77 de buts contre. C'est ça pour un différentiel de 48,6. Non, ça, c'était pour toutes les situations. Et oui, c'est ça. Donc, quand on regarde le Lightning de Tampa Bay, il y avait un expected goal de 2,3. Donc, c'est quand même relativement bas avec un expected goals against de 1,99. Donc, ça, c'est excessivement bas. Ils ont été capables de garder les chances de marquer très bas pour leur gardien. Et ça a été évidemment un des facteurs décisifs de la série. On va en parler un petit peu plus après. Oui, c'est ça. Donc, toutes les situations, on est à 2,79 pour le Lightning et 2,55 de buts contre. Un expected goals de 52,3 pour toutes les situations. Et quand tu regardes les métriques de possession, ben, c'est un peu la même chose. Donc, Tampa Bay a contrôlé le jeu plus que le Canadien. Et je suis quand même d'accord, là, ils ont été impitoyables en zone neutre, empêchant les Canadiens de s'installer et de jouer leur forecheck, leur échec avant habituel. Donc, 54% le Corsi pour Tampa Bay. Et le Fenwick, 46%. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tu sais, comment ça qu'on a réussi à gagner la série, puis comment ça que ça a été aussi serré. Donc, le Canadien faisait 2,2 buts par 60 minutes. Et il en attendait 1,96. Le Lightning de Tampa Bay, ben, c'était un peu l'inverse. Ils ont créé plus de chances de marquer, mais ils ont eu moins de buts qu'attendu. Donc, évidemment, vous ne voyez pas les graphiques. Je pourrais vous les montrer, mais c'est un petit peu. C'est un peu broché à fond, mon setup, on va dire ça comme ça. Je suis très low energy en passant. Là. On va y aller très mollo tout au long de l'épisode. Parce que c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, le Canadien a créé moins de chances de marquer et il a scoré plus au-dessus de ce qui s'était attendu. Bon, à peu près égal. Alors que le Lightning a créé beaucoup plus de chances de marquer qu'il en a réellement scoré. Donc, on parle d'à peu près 1,6 buts réels par 60 minutes, alors qu'il crée un peu plus de 2,2 chances de marquer par match. C'est très minime, c'était quand même très serré. C'est ça qu'il ne faut pas oublier dans la série Canadien et Tampa. La chose qui était intéressante, en fait, donc... j'ai pas pris... Ah oui, c'est ça, exact. Donc, j'ai encore fait les stats... là, c'est pour exposer un point, ce que je fais. Donc, le Canadien a scoré des buts above expected de 0,05 par 60 minutes. Donc, on s'entend à la fin de la série, on parle de un peu moins d'un but. Eh bien, ils s'en ont fait scorer above expected un but de plus à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près. Tout au long de la série. Mais ils en ont sauvé plus. Alors que le Lightning s'est fait scorer plus de buts qu'attendu et en a sauvé moins que ce qui était attendu. Mais là, ce que ça crée un problème, c'est que dans un match aussi serré, Debèche a sauvé 3,49 buts tout au long de la série. Vas-y en a sauvé moins 0,28. Et on a scoré au-dessus de notre capacité de créer des chances de marquer. Donc ça, c'est une tendance qu'on a eue toute la saison. Fait il faut en prendre et en laisser. Donc, mettons, en saison régulière, le Canadien crée des chances de marquer pour 2,7 buts par 60 minutes et on en scorait 2,82. En série, on s'attendait à 2,22, on en scorait 2,35. Donc, ça, ce qui est intéressant à voir, c'est que
le Canadien, c'est un peu une équipe qui fait mentir les stats avancées jusqu'à une certaine mesure, dans le sens qu'on a des joueurs de talent. Et je sais pas, là, vous regardez le Canadien autant que moi. Quand on regarde le Canadien, on voit vraiment une équipe qui essaie de faire tout le temps les jeux les plus parfaits, les meilleurs jeux possibles. Et je trouve que c'est ça qui se démontre justement. Ben, c'est ça qu'on a vu et c'est ça qui nous a permis de gagner. Donc, le Canadien, c'est ça. Dobèche a été extraordinaire pendant nos séries. Et Vasi a été franchement ordinaire. Je vais prendre une petite gorgée. Et je pensais faire un plus long épisode, mais je suis franchement très fatigué. Euh, et ben, je suis malade, j'ai vraiment mal à la gorge. Donc, on va y aller avec le flow, puis on va voir, mais quand même, on va avoir les 3 sujets. Donc, notre meilleur joueur de la série, on peut dire que ça a été soit Dobèche, soit Lane Hutton. Donc, Lane Hutton a été absolument extraordinaire. On peut pas lui en demander plus. Et lui, il faut dire, on lui a donné toutes les opportunités possibles d'être le meilleur. Il l'a été. Bon. Notre meilleur attaquant, ça a été qui? Nick Suzuki. Pas de beaucoup, mais il faut dire, euh, excusez-moi, il faut dire que Nick Suzuki, on lui donne toutes les opportunités d'être le meilleur joueur du Canadien de Montréal. Donc, c'est intéressant à voir, mais je vais vous dire ça comme ça. Imaginez si Zachary Bolduc jouait sur une première ligne puis un premier avantage numérique. Est-ce qu'il aurait été notre meilleur joueur des séries? Peut-être. Ou peut-être pas, parce qu'il aurait joué contre des joueurs vraiment meilleurs que lui. Est-ce qu'il se serait fait shutdown par Anthony Cirelli? C'est des très bonnes questions à avoir. Mais du moins, ce que je trouve intéressant, c'est que nos meilleurs joueurs ont théoriquement été nos meilleurs joueurs, avec une parenthèse sur Cole Caulfield. Avec une parenthèse sur Cole Caulfield et Ivan Demidov. Ivan Demidov, il faut absolument y trouver quelqu'un. Kapanen s'est fait bencher, évidemment. Mais Evans, Newhook, c'est un bon joueur, je l'aime beaucoup, mais tu sais, c'est pas une solution sur un top 6. C'est un joueur qui est là pour t'aider sur un top 6 si t'es mal pris, mais ça peut pas être ton staple sur le top 6. Donc, il y a aussi Alexandre Texier qui m'a beaucoup impressionné. Il a été super bon. En fait, je suis en train de regarder les Hockey Stats Cards. Vous pouvez les voir, ils sont sur Twitter. C'est un outil gratuit. Puis en gros, ce que ça comptabilise, ben, c'est un peu tout ce qui se passe sur la glace. Les blocs, les shots, les passes, les buts. Et il essaie d'isoler ça par les joueurs. Donc, à quel point un joueur est impliqué sur la glace. J'essaie de voir si ça lag. Non, c'est juste moi qui bouge vite. Ok, c'est bon. Ça va être beau comme thumbnail. Mais ce que je veux dire, c'est que Hockey Stat Card, ce que ça en abolit, c'est à quel point un joueur fait quelque chose et dans quelles conditions. OK? Ce qu'il ne considère pas, c'est la qualité de la compétition et les opportunités. Donc, il ne fait pas de différence entre le 5 contre 5 et l'avantage numérique. Donc, Zachary Bolduc, qui a été si bon, et là, je regarde, c'est ça, les scores, en fait, associés aux joueurs. Nick Suzuki, c'est notre premier à 9.46. C'est... Dans les explications, le gars de Hockey Statcard explique qu'il essaie de relativiser comme si c'était des points. Donc, c'est comme si Nick Suzuki avait fait 9.46 points en 7 matchs dans sa contribution. Une façon intéressante de le voir. Je sais pas si c'est si parlant que ça, mais ce que je trouve intéressant, moi, là-dedans, c'est de graduer. Donc, on a clairement une cote pour Nick Suzuki. Nick Suzuki en a été notre meilleur joueur. On parle d'un point supplémentaire.
à travers la série. Ensuite de ça, on a Safkovski et Bolduc pour les attaquants. Et après, il y a un autre drop. On a Texier, Caulfield et Doc. On a Josh Anderson, mais Josh Anderson, on lui a donné beaucoup d'opportunités. Donc ça, c'est à prendre avec un grain de sel. Je trouve que pour quelqu'un qui a eu des bonnes opportunités, dont jouer sur le premier trio, il est relativement bas. Donc je pense que ça fait fausser. Ivan Demidov m'a grandement déçu. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ensuite de ça, on a Lane Hudson qui a été de loin notre meilleur joueur. Qui était incroyable. Et on parle de Dobesh qui a aussi été un joueur exceptionnel. Donc, pour revenir à nos boutons, dans la... Je trouve qu'on a été chanceux dans le game du Lightning, je vais vous le dire. Dans la série du Lightning. On a été une équipe qui a été capable d'aller chercher des victoires et on n'a jamais trail sur les... en tout cas, dans mes souvenirs. On n'a jamais trail sur les victoires ou les défaites dans la série actuelle. C'est tout le temps nous qui avait le gros bout du bâton. Ça nous a-tu fait jouer comme de façon plus safe, moins... on s'est moins emporté. En tout cas, tout ça pour dire que on n'a pas joué notre game. Ça, c'est bon pour un podcast qui s'appelle La Game dans le Game. Le Canadien, on n'a pas été capable de jouer la game du Canadien qu'on a joué tout le long de la saison régulière. En fait, au contraire, je pense que le Lightning de Tampa Bay nous a imposé un tempo et on l'a suivi. À notre plus grand détriment. Et pourtant, on a quand même gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un sens, quelque chose qui était supposé de servir les stars. Ça, c'est mon opinion. Donc, un système de jeu qui était supposé faire ressortir les joueurs les plus étoiles de chaque équipe. Donc, fermer le jeu le plus possible. Et que la seule personne qui est capable de créer de l'offensive, c'est les joueurs qui en sont capables d'être des game changers, dans un sens. J'extrapole beaucoup, mais... Donc, quelque chose qui était fait pour mettre de l'avant les joueurs les plus talentueux. Et le Lightning de Tampa Bay a cette force-là. Ils ont beaucoup de joueurs étoiles. On parle de Brandon Gold, des Kucherov, des Brandon Point. Parlons pas de Brandon Point. En 5 Conn Smythe, ça allait pas du tout. Je vais prendre une petite gorgée. J'espère que vous n'avez pas entendu ça. Kucherov, ça allait pas du tout non plus. Il n'y a pas eu des... D'après moi, attends, je pense que je me suis laissé les notes. Théoriquement, Bolduc a eu un impact plus important que Kucherov. Oui, ils ont Jack Gensel, évidemment, aussi, qui a eu des bonnes séries quand même. Anthony Cirelli aussi. Mais après ça, il n'y a plus personne pour le Lightning. Donc, surprenamment. Et dans un sens, c'est pour ça que j'apprécie autant Nick Suzuki. Donc, dans un jeu qui semblait fait hyper hermétique, hyper fermé, que juste comme... Tu avais l'impression que la seule personne qui allait être capable de scorer dans ces matchs-là, c'était genre Nathan McKinnon ou Connor McDavid. Donc, c'est comme des jeux qui sont... Je trouvais que c'était des jeux qui étaient supposés de... Tu sais, c'est comme si c'était tellement fermé hermétiquement comme jeu que c'est pas un grinder qui allait créer de l'offensive parce que tout était fermé. Il n'y avait pas réellement des passes ou tout ça. C'était des tirs de périphérie qui pouvaient juste se rendre. Donc, ça donne l'impression que si à un moment donné, il allait avoir de l'offensive, c'est parce que c'était le game-breaking player qui allait être capable de faire ça. Mais ce qui est arrivé réellement, c'est les joueurs de soutien qui ont shine. Donc, on parle des Texis, on parle des Bolduc, mis à part les Natsunes, évidemment. Et c'est ça, les gros pointeurs, ils ont quand même été là pour Tampa Bay, on va en parler plus tard. Mais les joueurs de soutien de Tampa n'étaient pas là. Ils n'ont pas été capables de s'imposer
comme nos joueurs de soutien ont été capables de le faire. Donc ça, que je pense que si on peut sortir quelque chose de cette série-là, c'est que il y a, je dirais pas qu'il y a peu de positifs, mais Dobèche en est un, Hudson en est un, évidemment, Bolduc aussi. Mais on s'est fait avoir au jeu du Lightning, donc on possédait pas la puck, on n'était pas capable de créer des chances de marquer, et on n'était pas capable de les limiter. Donc, on a joué leur jeu tout le long. Mais on a quand même été capable de s'en sortir, puis ça, je pense que c'est exactement. Donc, on parle de nos joueurs étoiles qui ont été capables de limiter pour vrai l'offensive des joueurs étoiles de l'autre équipe. Et tous nos joueurs de soutien, mais c'est eux qui ont réussi à s'imposer dans cette série-là. Donc, très intéressant. Même si Nick Suzuki et Lane Hudson ont été les meilleurs pointeurs. C'est une des grosses raisons pourquoi Suzuki est un des gros contributeurs de la série. Donc là, en passant, je vous explique ça vite, vite. Si j'ai bien fait ma vie, j'ai bien fait tout mon setup. Je n'ai peu ou pas de montage à faire. Mis à part l'écho, qui est très présent. Je l'entends beaucoup. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Donc, on s'en va pour le deuxième sujet après une petite vingtaine de minutes. Je mets sur pause. On change à la troisième scène pour revenir à la deuxième. Je vous dis, là, c'est un gros setup. Pour ceux qui ont déjà fait des podcasts ou, mettons, des vidéos du streaming, vous allez tout comprendre. Je suis sur OBS et tout ça. Moi, je comprends encore à moitié. Mais sur ces belles paroles, je vous envoie en pause et on se revoit directement après pour parler du Lightning de Tampa Bay. Je sais pas si je suis sur stop. Bonjour, on est back dans la game pour le deuxième sujet. J'ai réalisé une erreur que j'ai faite juste avant. Donc, j'ai mis sur pause et j'ai on pause pour repause. Donc, il va y avoir un petit saut dans l'image. À voir si je vais faire le changement. Je me sens peut-être pas d'attaque si je veux que mon épisode sorte demain. Mais en tout cas, parlons du Lightning de Tampa Bay suite à leur défaite contre le Canadien de Montréal en séries éliminatoires, première ronde. En passant, petite pensée à ma très chère copine que j'ai jamais fait l'épisode avec. On pourrait. J'explore. Je vais explorer. Je vais explorer la possibilité. Je vous dis ça. Excusez, ça l'aide quand même ma gorge. Donc, Tampa Bay vient de perdre en première ronde pour la 4e année de suite. Ça a été, comme je l'ai dit, selon moi, la meilleure équipe de la première ronde. De la première ronde contre le Canadien. Je les voyais facilement en finale de conférence. Mais overall, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? On a entendu, je me souviens plus de son prénom, mais Brisebois, directeur général, je pense, du Lightning de Tampa Bay. Je ne sais plus si c'est directeur général ou directeur des opérations hockey. Mais il a dit, entre autres, en parlant de John Cooper, qu'il va être là pour très longtemps. Je suis vraiment d'accord avec eux. Est-ce qu'ils vont faire un rebuild? Qu'est-ce qui arrive avec cette équipe-là à la suite de cette 4e défaite en première ronde? Parce que c'est pas assez. On s'attend à mieux du Lightning de Tampa Bay et moi, je les voyais facilement en finale de conférence, au moins, cette année. Mes excuses. Donc, quand on regarde encore les hockey stat cards, le meilleur joueur du Lightning de Tampa Bay, on parle facilement de Brendan Hagel. Donc, en fait, Hagel, on pourrait même dire que ça a été le meilleur joueur des séries éliminatoires canadiens Tampa Bay. Il a été dominant du début à la fin sur la glace. Ensuite de ça, on a Jack Gensel. Il a eu des très bonnes séries. Probablement meilleur attaquant après Brendan Hagel.
Mais après ça, ça s'effrite. On s'en va avec Cirelli, Kucherov, et après ça, on a des joueurs de profondeur. Brandon Point était lamentable. Je ne l'ai pas vu de la première ronde. À la défense, on parle de Gigi Moser. Je pense que c'est Janice Jérôme Moser, Suisse incroyable, joueur défensif d'exception. Et ensuite de ça, on a Darren Radish et Ryan McDonough. Très bonne défense de la part du Lightning de Tampa Bay. Et ouais, c'est ça. Tu sais, Radish, on l'a vu un petit peu, mais je parlais un petit peu dans le premier bloc comment le Hockey Stats Card calcule ses stats et je pense qu'une grande partie de la part de Darren Radish était son déploiement. Donc, première paire défensive avec Moser et premier avantage numérique. Donc, je pense que beaucoup à ça. Dans la part de Darren Radish, Ryan McDonough, au contraire, lui, un grand joueur défensif. Un apport modeste, mais mais incroyable dans le côté défensif. On dit ça comme ça. Brandon Hagel, joueur incroyable. C'est un joueur que je rêve de voir avec Demidov. Ça serait un joueur exceptionnel. Je fais un petit peu un topo de la situation du Lightning de Tampa Bay. Ouais, c'est ça. Donc, Dominic James a été bon là, pour le type de joueur qu'il est. On va dire ça comme ça. De tous les joueurs de profondeur, il a de loin été le meilleur. Mais tu sais, les Yannick Gourde, Bjorkstrand, Gun Calves, Nick Paul, Gingerson, Sabourin, Geeky, Perry, ils ont soit été pas très bons ou flat out mauvais pour leur équipe. Donc, petit topo. Lightning de Tampa Bay en saison régulière, ils ont fini avec le même nombre de points que le Canadien de Montréal. Plus de victoires. On parle de 50 victoires, 26 défaites, 106 points. Deuxième dans l'Atlantique. Mais il y a un argument à faire que c'était la meilleure équipe de l'Atlantique et probablement deuxième meilleure équipe de l'Est. En arrière des Hurricanes qui sont une machine de hockey entre autres en saison régulière. Donc, petit recap de la série. Est-ce que le Canadien a été chanceux contre le Lightning de Tampa Bay? Je pense que oui, un peu. Mais le Canadien est une équipe chanceuse. Elle crée quand même ses chances. On va dire ça comme ça. Dans le sens que même si le Canadien fait tout le temps plus de buts que le nombre de chances de marquer attendu, c'est parce qu'on a des joueurs de talent qui sont capables de faire mentir les odds. Des jeux qui semblent plus inoffensifs qui vont quand même créer des buts. Donc, je pense qu'il y a une part du Canadien là-dedans. Et on l'a vu, je vous en ai parlé rapidement, toute la saison régulière, le Canadien a été comme ça. La saison passée, c'était la même chose. Donc, et de toute façon, une façon de voir la chose, c'est, pensons à Caulfield, il n'y a pas de joueur qui... tu sais, mettons, il y a 50 buts. Cole Caulfield a scoré 50 buts, mais il n'y a pas 50 buts attendus à la fin de la saison. Là. C'est comme inimaginable de penser comme ça. Donc, pour être un goal scorer, il faut quand même... c'était un bel anglais, ça. Si tu veux être comme un vrai de vrai buteur, il faut que tu fasses mentir les stats. Il faut que tu sois capable de faire des buts qui sont pas supposés être des buts pour un joueur moyen. Parce que c'est un peu comme ça que les stats sont calculés. Donc, le Canadien, c'est un peu ça. On a assez de talent pour faire mentir les stats. Et je trouve que le Canadien de Montréal, la façon qu'on le joue, ça avantage ce genre de jeu, ce genre de stats-là. Comparativement, mettons, au système des Hurricanes avec Rod Brind'Amour, qui, lui, au contraire, veulent créer le plus de chances de marquer possible. Donc, ils s'en vont dans la quantité, dans un sens. C'est plate de voir. C'est pas... Beaucoup de gens disent que les Hurricanes, c'est une équipe plate à avoir joué. Mais il y a de quoi de fascinant de voir cette machine de hockey-là en place. Donc, tout ça pour dire
que finalement, le système de jeu du Lightning les a peut-être pas favorisés à garder le score si bas et les chances de marquer si basses aussi. Néanmoins, Vasilevski et Kucherov ont encore eu des playoffs moyens. Est-ce que c'est un argument pour que le Lightning explose leur core? Je ne pense pas. Excusez-moi, vous avez entendu ça. Excusez, il faut que je bois encore. Donc, quand on regarde les draft picks du Lightning de Tampa Bay, ils n'ont plus de choix de première ronde pour cette année ni l'année prochaine. Cette année, il leur reste un choix de 2, un choix de 3, 2 choix de 5, un choix de 6, un choix de 7. Donc, presque la totalité de leurs choix, excepté un choix de 1 et un choix de 4. L'année prochaine, il leur manque seulement un choix de 1, un choix de 5. Et en 2028, il leur manque seulement un choix de 2. Mais quand même, connaissant le Lightning de Tampa Bay, j'ai peu d'espoir qu'ils gardent, comment dire, leur capital de draft pick. On va dire ça comme ça. Quand on regarde le cap space, ils sont dans quand même une bonne situation. Donc, l'année prochaine, le cap augmente de 9 millions, à peu près. Et le Lightning libère 13,57 millions. Donc, ça, en gros, c'est Bjorkstrand que son contrat arrive à échéance. Et 2-3 joueurs de profondeur qui disparaissent, dont Corey Perry. Si Corey Perry veut rester avec le Lightning, il coûtera pas très cher. Donc, mais la plus grosse chose à faire pour le Lightning de Tampa Bay, c'est re-signer, entre autres, Darren Radish. Et régler la situation, justement, Edman Darren Radish. En 2025-2026, cette année, saison régulière, Darren Radish, en 73 matchs, a fait 70 points, dont 22 buts, 48 passes. En séries éliminatoires, seulement 2 points. Oliver Bjorkstrand, qui est l'autre gros joueur, I guess, là, mais c'est rendu un joueur de profondeur, a fait 32 points, 12 buts en 80 matchs et aucun point dans les 4 matchs des séries qu'il a joué. Côté prospect, Samuel O'Reilly. Sam O'Reilly, en fait. Je sais pas s'il s'appelle Samuel. Il a été acquis en compte dans l'échange avec les Oilers d'Edmonton pour Ike Howard. Ike Howard, qui est un joueur qui avait gagné le trophée du meilleur... le O.B. Baker. Exactement. Donc, il avait gagné l'O.B. Baker. Je trouve que Sam O'Reilly, on va en parler rapidement, Sam O'Reilly a plus de chances d'être un régulier dans la Ligue nationale que Ike Howard, qui est plus un joueur unidimensionnel. Donc, Sam O'Reilly, allié droit, né en 2006, donc il a 20 ans, 6 pieds 1, 190 livres, a été repêché par les Oilers, 32e overall en 2024. Sam O'Reilly vient de conclure une saison de 56 matchs avec 71 points. Ouais, c'est ça. 71 points en 56 matchs. Et il est en série. Et il a fait 24 points en 16 matchs, donc 15 buts. Très belle série éliminatoire. Et c'était partagé entre les London Knights et les Kitcheners, les Kitchener Rangers dans la OHL. Quand on regarde le draft Elite Prospect avait mis Sam O'Reilly 48e comme étant un B Prospect. Une des choses qu'il avait dit par rapport à lui, c'est que il n'était pas dans une bonne situation et il y avait quelque chose. La breakout season, elle s'en venait pour lui. Donc, quelque chose d'intéressant à considérer. Ils l'ont décrit comme étant un joueur, un centre défensif, un shutdown defensive center, physique,
attentif aux détails, brillant sur tout ce qui était dans les quick touch passing game et qui était entre autres relentless. En gros, Sam O'Reilly, c'est un dog. C'est mon analyse à 3 sous. C'est ton centre de troisième trio par excellence. Donc c'était beaucoup ça, un peu le trade-off avec Ike Howard. Ike Howard, s'il fait la ligue, c'est probablement un middle 6, top 6. Sam O'Reilly, il va faire la ligue en peut-être un top 9, mais probablement un quatrième trio. En tout cas, il va être capable de se faire une carrière là-dedans. Plancher plus élevé pour Sam O'Reilly, puis plafond plus élevé pour Ike Howard, mais plancher plus bas. Donc, un des scouts, en gros, il avait dit Sam O'Reilly might just be a bottom six forward, but a valuable one who coaches will love to have. Donc, exactement, un joueur très agréable à avoir dans son équipe, mais tu sais, quand tu vois jouer des joueurs aussi intenses qui s'impliquent autant dans le jeu, évidemment qu'ils deviennent des fans favorites et des coachs favorites. L'autre plus gros prospect probablement du Lightning de Tampa Bay, on parle de Ethan Gauthier. Allez droit. 21 ans, 6 pieds, 184 livres. Il vient de conclure une saison avec les Syracuse Crunch dans la Ligue américaine. 27 points en 56 matchs. Il était lui aussi noté comme étant un B-prospect par Elite Prospect. Il avait rank en gros 31e. Il a fini par être un choix de deuxième tour. En gros, il avait décrit comme étant quelqu'un qui avait vraiment un bon maniement de rondelle, des habitudes professionnelles, un skill physique impressionnant, que c'était vraiment facile d'imaginer Ethan Gauthier dans un rôle de la Ligue nationale dans un middle six et avec une certaine utilité en avantage numérique et en désavantage numérique. Tout ça pour exposer, en fait, dire que le Lightning de Tampa Bay a très peu de capital en ce qui concerne ses prospects et ses draft picks. Et t'es prêt avec Edmund qui ralentit. Darren Radish qui va demander beaucoup d'argent. Et t'as peu de renforts qui s'en viennent. Fait que là, c'est quoi qui arrive? Moi, je pense que si quelqu'un paye un package pour Victor Hedman, tu le fais. Tu libères une quantité phénoménale d'argent. Darren Radish n'est pas Victor Hedman. Mais 7 millions dans les autres Gigi Moser, Darren Radish, ça peut le faire. Ça peut le faire, moi, je pense. Et tout le capital que tu vas aller chercher avec Victor Hedman, ben, ça te permet de faire des moves après. Donc, ce que ça permet, en gros, c'est que tu vas chercher un petit peu de capital, c'est ça. Ouais, ça, de capital, soit de draft pick ou des joueurs, et tu libères tout le salaire de Victor Hedman. Ça va faire qu'ils ont comme plus de 20 millions en cap space de disponible. C'est un top 4 et un top 6. Non, c'est moi des rushs, mais moi je pense que c'est ça la façon à faire. Donc la même chose qu'ils ont fait avec Stamkos. Et sinon, c'est ça. Il reste quand même quelques années à Victor Hedman. Donc sinon, le meilleur truc à faire, ça serait peut-être d'échanger Darren Radish. Tu gardes Victor Hedman. Tu le mets, tu le mets sur le top 4. Et tu essaies de trouver un bon top 4 two-way défensivement responsable qui est capable de shelter Victor Hedman. Et tu essaies de faire quelque chose dans le même sens avec Darren Radish. Mais il leur manque aussi, c'est ça, un joueur top 6. Parce qu'ils ont fait jouer soit Gun Calves ou d'autres joueurs, et Corey Perry sur le top 6. Parce qu'il n'a pas été très concluant, si vous voulez, mon avis. Donc,
pour résumer, Lightning de Tampa Bay, je pense qu'il faut pas faire grand-chose quand même dans leur alignement, mais Victor Hedman a excessivement ralenti. Il n'est plus la solution, même quand il joue. Je comprends qu'il n'a pas joué cette année. Ça leur a fait mal jusqu'à un certain point. Mais Victor Hedman n'est plus le joueur two-way qu'il était. Là. Il joue presque exclusivement offensivement maintenant. Il est plus capable de jouer les minutes défensives qu'il faisait auparavant. Donc, cette année, il a été pas bon. Là. Il n'a pas été capable d'être à la hauteur des attentes. Donc, à voir. Mais je suis vraiment intrigué de voir ce que. Je pense que c'est Julien Brisebois. Julien Brisebois va faire avec cette équipe-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une excellente équipe, le Lightning de Tampa Bay. Et je pense qu'il faut que ça reste comme ça. Donc, là, je ne ferai pas la même erreur que tantôt. On s'en va en pause. Et on s'en va pour le troisième sujet, qui est la série Buffalo. Là, j'ai pas vu le score. Je ne sais pas où c'est qu'on s'en va. Mais on s'en parle après. Ciao, ciao. On est back. Donc, vous voyez, je me suis changé. En fait, j'ai passé une très belle nuit de sommeil. Je n'en pouvais plus. Et c'est parce que je me suis mis comme. En gros, ce qui est arrivé, c'est que je me mets plein de hotkeys sur mon clavier pour faciliter les transitions. Sauf qu'en allant regarder le score du Canadien hier, j'ai cliqué sur Enter. Puis Enter, c'était la hotkeys pour débuter et terminer l'enregistrement. Donc, je suis allé voir le score, puis j'ai continué à parler dans le vide pendant très longtemps. Donc, j'ai décidé j'ai dit fuck that, je vais me remettre ça demain. Fait que vous n'avez pas eu votre épisode à 7h le matin. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Oui, donc on était rendu au troisième sujet. Je suis aussi plus en forme. Ça va avoir été un épisode un peu chaotique. Mais bon, regarde, on peut pas tout avoir. La série Buffalo. Donc, je vous invite tout d'abord à aller voir mon épisode 8 où je parle, entre autres, de la série que je pensais qu'elle allait se passer en première ronde. Heureusement, on est là maintenant en deuxième ronde avec les Sabres de Buffalo. Et je trouvais qu'on avait une sincère chance de gagner. Ça s'annonce très bien. Je vais parler vite du match d'hier que j'ai pas écouté, mais tu sais, ça s'explique assez vite de voir le look du match. Donc, c'est une série qui s'annonce hyper excitante. Elle l'est déjà. Va-t-on finir ça en 5? Sait-on jamais. Pour aller en finale de conférence. Mais on l'a vu, c'est ça, avec les 3 derniers matchs. 3? Ouais, 3? 3 derniers matchs, oui. C'est ouvert, c'est excitant. On a de la vitesse, on a du forecheck, du très beau hockey. Et c'est ce à quoi je m'attendais avec le Canadien et les Sabres. J'avais, entre autres, dans mon épisode, j'avais en gros dit que j'étais optimiste parce qu'en gros, le star power du Canadien de Montréal, c'était lui qui allait être capable de faire la différence et que les Sabres roulaient un peu sur de la chance. Donc, entre autres, sur beaucoup de chance de la part de leur gardien. C'est ça. Je maintiens aussi que le Lightning, c'était une meilleure équipe que les Sabres. Puis si on simulait, mettons, la série Canadien-Tampa, je pense que le Lightning gagnerait plus souvent. C'est pourquoi je voulais vraiment que le Canadien affronte les Sabres. On allait avoir une série super excitante. Et en plus, on avait une vraie chance de gagner. Et finalement, on a gagné contre le Lightning. Je pense qu'on pouvait pas en demander plus que ça réellement. Il y a un petit saut dans mon image et je sais pas pourquoi, mais je pense pas que je vais être capable de régler ça. Parce que sinon, c'est sur mon laptop, puis mon laptop, il n'y a pas de carte graphique dedans, fait qu'il y a de la misère à render tout ça. Très triste. OK. Donc, premier match, ça a fini 4-2 Buffalo. Il y avait 6 tirs de la part de Buffalo et 28 de la part du Canadien. Donc déjà, on le voit, le Canadien est capable de plus capitaliser sur les chances de... ils ont été capables de faire plus. La défense hermétique n'est pas aussi hermétique que celle de Buffalo que celle du Lightning de Tampa Bay.
Et quand on regarde les buts attendus pour ce match-là, c'était pratiquement égal. Donc, on parle de 1,8 pour Buffalo et 1,74 pour le Canadien. Et quand on regarde les métriques de possession, et c'est ça qui donne un peu espoir, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais vu ce match-là. Moi j'ai vu ce match-là, puis je suis sorti de là, puis je suis comme, ah, crime, on n'a pas été outclass. Ça n'avait pas l'air d'une vraie victoire de 4-2. Surtout quand on pense au but de Doc qui avait de l'air du but absolument explosé, de comme voir qu'il a réussi à scorer ça, non, non, non. C'était pas un but qui venait d'un jeu efficace de la part du Canadien. On va dire ça comme ça. C'est plus un effort individuel exceptionnel de la part de Dak. Je pense que c'est une bonne façon de le dire. C'est ça. Quand on regarde les métriques de possession, donc le Corsi et Fenwick, il faut donner en fait la palme aux Canadiens. Donc, on avait un Corsi positif, 51,39, puis un Fenwick de 53,85. La grosse différence qu'on a vue dans ce match-là comparé. Je suis en train de passer sur mon fil. Dans ce match-là, comparé à la série Lightning canadien, Dobesh n'a pas volé le match. En fait, Lion a été marginalement meilleur. Donc, tout ça pour dire, c'est ça. C'était un match relativement chaotique. On dirait que c'est ça. Le Canadien, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué sa game. Fait que là, il était tout débalancé. Mais on a quand même été capable de jouer notre game. Le Canadien, il était dedans. C'était pas autant lopsided que le score nous faisait croire. Et c'est ça. Il a fallu le but exceptionnel de la part de Dak pour dire que comme ça n'a pas fini 4-1. C'est ça. Je me suis laissé en grosse majuscule. On a joué notre game, puis en gros, Buffalo n'a pas été capable de nous en empêcher. Deuxième game, 5-1, Canadien. 28 tirs de la part du Canadien et 29 de la part de Buffalo. Donc, à 5 contre 5, le Canadien avait un différentiel de but attendu de 69,3. C'est gros. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on a créé beaucoup de chances de marquer, puis on a limité beaucoup les chances de marquer de notre côté. Les meilleures équipes de la Ligue vont flirter avec le 60% sur une base quotidienne, sur une saison à peu près. En haut de 55, t'es une très très bonne équipe. 69,3, c'est une domination outrageuse. C'est immaintenable. Et c'est ça. Côté des métriques de possession, théoriquement, Buffalo a eu un meilleur Corsi que le Canadien. Mais le Canadien a eu un meilleur Fenwick. En général, les deux vont quand même de pair. Et là, c'est ça, on avait une différence. Là, je vais vous expliquer c'est quoi le Corsi et le Fenwick. En gros, le Corsi, en fait, les deux, c'est ça, on dit que c'est des métriques de possession pour calculer c'est ça, la possession du jeu parce que c'est le nombre de choses que tu fais, en gros, sur la glace et donc qu'il faut que tu aies possession. Donc, on parle beaucoup des tirs dans le cas du Corsi et du Fenwick. Donc, c'est des buts et des tirs. Donc, si tu as possession de la rondelle, tu vas avoir un meilleur Corsi et un meilleur Fenwick. Donc, le Corsi, c'est les buts, plus les tirs sur le net, plus les tirs manqués, plus les tirs bloqués. En gros, c'est toutes les tentatives de tir. Donc, ça, c'est le Corsi. Fait que c'est un calcul littéral de toutes ces métriques-là. Le Fenwick, c'est les buts, les tirs au but, les tirs manqués et toutes les unblock shot attempts. Fait que tous les tirs non bloqués. Alors que le Corsi, lui, c'est les tirs bloqués aussi qui comptent. Donc le Fenwick, en fait, considère dans un sens les tirs bloqués pas comme étant un positif. En soi, ça reconnaît l'importance des tirs bloqués de la part d'une équipe. Et entre autres, quand on pense au Canadien de Montréal, le Canadien, c'est une équipe qui bloque beaucoup de tirs. Donc théoriquement, Buffalo a eu plus d'événements Corsi que le Canadien. Mais le Canadien a bloqué beaucoup de leurs chances
Ce qui a fait que la différence dans le Corsi et le Fenwick, donc le fait que le Canadien ait un Fenwick plus élevé que celui de Buffalo, mais que Buffalo a un meilleur Corsi, mais c'est que le Canadien a bloqué beaucoup de tirs, grosso modo. Dans un sens, on peut dire que on a peut-être mieux protégé de Bèche que la Haine. Et je pense que ça a été. C'était surtout. C'est ça. Les centres de Buffalo, j'ai toujours trouvé. J'ai toujours trouvé. Depuis les Olympiques, ils paraissent meilleurs qu'ils sont parce que, entre autres, leurs gardiens travaillent plus fort qu'ils devraient réellement. Et c'est ça. Donc, parlant de ce match-là, Lyon, entre autres, a sauvé moins 1,4 buts above expected, donc de buts attendus. Donc, il en a passé 1,5 de plus qu'il aurait dû. Et c'est ça. Et j'avais parlé là, des grands succès de Buffalo, mais ils ont passé par leur gardien. Et sans jugement envers Alex Lyon, évidemment. C'est pas un gardien élite. Il a été exceptionnel. Il a été super bon l'année passée aussi, si je me souviens bien. Mais ce n'est pas Hellebuyck. Tu sais, ça a vraiment été, et c'est ça qui est difficile dans le monde des gardiens. C'est le poste le plus important, évidemment, au hockey. Il y en a seulement un, et c'est celui qui arrête la puck. Et si tu trouves un Wayne Gretzky gardien, il s'appelait probablement Dominique Hachek, mais t'es vraiment bien. Tu sais, tu vas aller vraiment loin. Et on le voit entre autres avec certaines équipes, dont les Islanders de New York. La seule raison pourquoi ils ont flirté avec les séries, mais c'est à cause d'Elias Sorokin. Oui, évidemment, Matthew Sheffer a une très bonne saison recrue. Une excellente, en fait, l'une des meilleures saisons recrues de la part d'un défenseur ever. Donc c'est ça. À moins que Alex Lyon n'est pas Connor Hellebuyck, il n'est pas Ilya Sorokin, il n'est pas Andrei Vasilevski. Et Andrei Vasilevski, ces derniers temps, les derniers playoffs, il y a eu de la misère. Il n'était pas horrible. Je pense que c'est une précision que j'ai oublié de mentionner. Là. Je pense qu'il a fini à comme. Il n'a pas sauvé tant de buts above expected, mais il n'en a pas laissé passer trop avec les séries. C'est juste qu'il n'a pas été le game changer auquel on s'attend à ce qu'il soit. Ceci dit, on ne peut pas s'attendre à ce que Alex Lyon maintienne ces performances-là. Je pense que c'est irréel de s'attendre à ça. Donc, moi, je pensais que comme ça va être vraiment tough de maintenir ce niveau de performance-là de la part de leur gardien en série. Et ça donne une réelle opportunité aux joueurs du Canadien, qui ont beaucoup de joueurs qui sont capables d'être des game changers. Je pense qu'on le voit. Là, les gens réalisent à quel point Lane Hutson est un joueur excessivement dominant. Est-il le meilleur joueur, le meilleur défenseur des séries éliminatoires? Mais peut-être, il y a une question à avoir et c'est ça qui est fou. Et c'est ça. Donc, on a Lane Hutson, on a Nick Suzuki, on a Cole Caulfield. Cole Caulfield qui a scoré son but hier. Il était temps. Mais je trouve que c'est ça. C'est que le Canadien a une capacité à convertir des buts à un rythme plus élevé qu'il devrait. Et je le disais hier justement, c'est entre autres dû à leur. C'est une marque quand même de joueurs élites. Donc, hier, match 3. C'est encore une certaine domination là, de la part du Canadien de Montréal. Je m'étais pas fait le. Excusez, je vais changer quelque chose. Donc, ça comme ça. Et. Expected goals. Ah oui, c'est ça. Donc, le différentiel des expected goals, le match de hier, encore une fois, une domination. Là, on regarde dans toutes les situations. On parle de 62,5%. Donc, contrôle de 62,5% du jeu. Donc, le Canadien avait un expected goals de 5,86 et un expected goals against de 3,52 pour le Canadien de Montréal. Donc,
Si on réalise que Dobesh en a quand même sauvé quelques-unes. Mais c'était quand même plus serré côté des métriques de possession à 5 contre 5 cette fois-ci. Donc, on parle d'un Fenwick de 49,16, Buffalo 50,84, Corsi 50,34 pour le CH et Buffalo 49,66. Donc, ça a été un match côté possession assez égal, mais le Canadien a réussi de plus profiter c'est ça, de cette possession de rondelles que Buffalo. Ah oui, je l'avais marqué ici. Bon. Et c'est ça. Alex Lyon, encore une fois, a sauvé moins 0,6 buts above expected. Et c'est ça, je pense que. Pas que je m'attendais, mais il y a définitivement comment dire? Il y a un essoufflement de la part d'Alex Lyon. Il fallait s'y attendre. C'était sûr que ça allait arriver. Ça allait arriver quand? C'était plus ça la question. Excusez-moi, j'ai encore mal à la gorge. Donc, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ça de cette série-là, ben c'est ça. C'est que le Buffalo, qui était supposé. Ben, il y en a beaucoup qui le voyaient comme un Dark Horse, le Buffalo. Oui, je suis d'accord avec ça, seulement s'ils étaient capables de maintenir leur. C'est ça, Alex Lyon était capable de maintenir ces performances-là qui étaient un peu outrageuses. Mais je trouvais que c'était très peu probable et je trouve que le Canadien a le don de faire mal paraître les gardiens des autres équipes. Entre autres parce qu'on n'est pas une équipe de volume. Comme je l'avais expliqué rapidement dans ce même épisode, les Hurricanes qui vont créer beaucoup de chances de marquer et ils vont réussir à en scorer de cette façon. Et tandis que nous, on essaie tout le temps l'impression j'ai tout le temps l'impression qu'on essaie d'avoir le jeu parfait. Faire le but auquel on s'y attend pas. Nick Suzuki Nick Suzuki est considéré comme un très bon finisher. Même si il tire pas beaucoup au net. Donc, à un moment donné, il faut un certain volume pour atteindre une certaine chance de marquer. C'est pour ça que tous les meilleurs joueurs élites de la ligue ont souvent des très hauts, très grands nombres de tirs. Et un Nick Suzuki, ben lui, il tire pas tant que ça au net, mais il va tout le temps être capable de flirter avec les 30 buts. Et c'est ça, il est capable. Il saisit une opportunité, il sait que ça va rentrer, même si il gaspille pas des tirs. C'est un joueur très efficace. Mais je trouve que le Canadien, en général, joue un peu comme ça. C'est un style de jeu qui va s'axer sur l'efficacité et de limiter peut-être la façon de jouer donc les Hurricanes jouent. Ça, je tiens à dire. Je pense qu'on va se faire atomiser contre les Hurricanes si on joue contre eux. Donc, petite conclusion, en gros, ça va avoir été finalement pas un épisode forcément si plus long que ça. Hier, c'était vraiment difficile pour moi de jaser et de m'emporter, on pourrait dire. Encore aujourd'hui un petit peu. Mais la série contre les Sabres, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de la gagner. Je pense que Dobesh, overall, est un goaler plus safe que Alex Lyon. Et que on va exclure la série, mais le Canadien ne dépend pas autant des performances de leur gardien. Je pense qu'on est vraiment capable de changer la donne, même sans lui. Mes excuses. Donc, est-ce que c'est possible qu'on gagne en 5? Je pense que oui. Je pense qu'il y a une réelle possibilité que le Canadien gagne en 5. Même en 6. Je vois le Canadien gagner cette série-là. Les Sabres ne m'impressionnent pas. Il faut faire évidemment attention à certains de leurs joueurs. Zach Benson, Josh Doan, c'est des maîtres du 5 contre 5. C'est des joueurs de la trempe de Brendan Hagel. Ah oui, petite fleur que je lance à Zachary Bolduc, que je trouve qui est un des meilleurs joueurs du Canadien de Montréal en séries éliminatoires. Je donne quand même la palme à Lane Hudson. Si on gagne la coupe, c'est Lane Hudson qui ramasse le Conn Smythe. Et ça, c'est sans équivoque. J'espère être plus en forme pour le prochain épisode.
Ah oui, j'ai réglé la latence. Fait que là, probablement que le son match mes lèvres pour ce troisième bloc-là. Je vais voir ce que je peux faire pour le premier et deuxième. Sinon, à part de tout ça, ah oui, prochain épisode, je vais vous parler. Ben, en fait, c'est le Simon Le Snake et Mathias. Disait que la défensive de Buffalo était hautement supérieure à celle du Lightning de Tampa Bay. Puis je trouve que c'est vraiment une très belle question à se poser. Moi, en fait, je pense même que je donne la palme à la défensive de Tampa Bay. Entre autres, parce qu'elle est plus versatile, c'est pas le mot, mais je sais pas comment dire ça, en fait. Versatile est peut-être le mot, dans le sens que tu sais, l'objectif de la défensive, par exemple, du Lightning pendant la série, c'était vraiment de limiter les chances de marquer du Canadien et de tuer le jeu. La défensive de Buffalo n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est des joueurs plus offensifs qui vont être très bons en relance, mais ils n'ont pas. Tu sais, par exemple, ils n'ont pas de Ryan McDonough qui est le pilier défensif, là. Un pilier défensif. C'est J.J. Moser, le pilier défensif. Mais... Donc, ils ont beaucoup de two-way et c'est des bons joueurs, là, tu sais. Mais je crois qu'il y a une identité. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une bonne façon de le dire. L'identité de la défensive de Tampa Bay la fait vraiment rayonner comparativement à celle des Sabres. Donc, je pense que on va parler de ça et on va probablement parler de la suite de la série lundi prochain. Ça va peut-être être fini. Donc, on va parler peut-être des Hurricanes. J'ai peut-être essayé de faire des petits épisodes plus courts. Peut-être une vidéo YouTube de temps en temps pour parler justement de comment ça change un peu plus. Là. Par exemple, si on finit par éliminer les Sabres en 4, ben, je vais peut-être faire un épisode pour parler des Hurricanes. Mais en tout cas, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être faire des petits blocs de 20 minutes de temps en temps. Ça va pas être un podcast à probablement parler, mais peut-être. Peut-être des petits épisodes de 20 minutes de temps en temps. Surtout que là, j'ai plus besoin de faire autant de montage. En tout cas, si vous écoutez ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ces belles paroles, je vous remercie de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et moi, je veux qu'il amène leur game en dedans de notre game.